En Algérie, une manifestation des partisans du Irak, le mouvement de contestation anti-régime, a été dispersée samedi à Alger par la police qui a interpellé plus d'une vingtaine de personnes. Au Burkina Faso, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés dénonce une tentative de nettoyage ethnique du groupe d'autodéfense Kogloego contre les Peuls. On en parle dans cette édition. Et puis en République centrafricaine, un premier cas de nouveau coronavirus a été diagnostiqué. Il s'agit d'un citoyen italien de 74 ans qui est arrivé le 8 mars dernier sans symptômes. Le dernier Yurgu en date est celui de Barga. En effet, dans la matinée du 8 mars 2020, des Kogloego encore, eux, c'est-à-dire ceux qui sont membres des milices, encerclent et massacrent des populations civiles des villages de Dengala, Barga et Ramadoula. Une cinquantaine de personnes, tous des hommes de sexe masculin, ont été exécutés par une horde de criminels. Estimés à plus d'une centaine de personnes, cette fois-ci, ils étaient accompagnés par des volontaires, la plupart étant des Kogloego les plus sanguinaires selon les témoins. C'est un communiqué mensonger qui a été servi au peuple burkinabé. Le dit communiqué signé du porte-parole du gouvernement, Rémi Dandinou, attribue le massacre aux Ani. Pourtant, les populations sont formelles. Il s'agit bel et bien des Kogloego criminels de la commune de Titao. En plus de son caractère mensonger, ce communiqué fait du gouvernement un potentiel complice dans cette tentative de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité. Pire, il est complice car ces crimes ne sont pas commis par des hommes armés non identifiés, mais par certains éléments Kogloego criminels et des volontaires armés par l'État et par des FDS. Vous arrivez, on vous dit, voilà ceux qui ont commis le crime. Et vous nous servez après un communiqué pour dire, ce sont des personnes non identifiées. Ce comportement-là n'est rien d'autre que des actes de complicité. Et nous disons les membres du gouvernement qui se sont comportés ainsi en posant des actes de complicité seront également poursuivis comme tels. Jusqu'à nouvel ordre, les liaisons maritimes vers la France et l'Espagne sont fermées au port de Tanger. Il s'agit de l'une des mesures prises par le Maroc pour prévenir la propagation du coronavirus sur son sol. Le pays a aussi opté pour la fermeture du poste frontière pour les enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla. Cette mesure concerne également l'Algérie voisine, avec qui les autorités marocaines ont décidé d'un commun accord de suspendre les liaisons aériennes. Les frontières terrestres avec Ceuta et Melilla, deux enclaves situées dans le nord du Maroc, où sont les seules frontières terrestres entre l'Afrique et l'Union européenne, ont fermé vendredi dès 5h GMT. Comme la France, le Maroc a décidé de suspendre les cours dans tous les établissements scolaires et les universités à partir de lundi. Le Maroc reste relativement épargné avec 7 cas détectés par les autorités sanitaires, dont un est décédé depuis et un s'est remis selon le dernier bilan publié par les autorités. Les rassemblements culturels ont été suspendus, les événements sportifs se tiennent à huis clos et seules les prières restent autorisées. Cette affaire hante Jacob Zuma depuis 2 décennies et n'en finit pas de connaître des rebondissements. L'ancien chef de l'État avait récemment saisi la Cour suprême d'appel après le refus de la Haute Cour de Pietersmarisburg d'annuler les poursuites le visant dans ce dossier. Un recours qui vient d'être rejeté selon un bref jugement rendu ce vendredi par la Cour suprême d'appel. Au pouvoir de 2009 à 2018, l'ancien président est accusé d'avoir touché
environ 216 000 € de pots de vin de la société française Thales dans le cadre d'un énorme contrat d'environ 275 milliards d'euros attribué en 1999. À l'époque, il était encore vice-président de l'Afrique du Sud. Le mois dernier, Jacob Zuma s'était fait porter pâle lors d'une audience préliminaire à son procès. La justice avait alors émis des doutes sur l'authenticité du certificat médical fourni par ses avocats et avait décidé d'émettre un mandat d'arrêt différé contre l'ancien président qui sera valide à compter du 6 mai prochain s'il ne se présente pas au tribunal à cette date. Après son revers essuyé ce vendredi, Jacob Zuma a encore la possibilité de faire appel auprès de la Cour constitutionnelle, plus haute juridiction du pays. Longtemps réputé inatteignable, Jacob Zuma a été poussé à la démission de la présidence sud-africaine en février 2018, emporté par de nombreux scandales de corruption. Environ 200 personnes ont tenté de défiler dans le centre d'Alger à la suite d'appels lancés la veille lors de la 56e marche hebdomadaire du Irak qui a drainé des milliers de manifestants à Alger bravant la pandémie de nouveau coronavirus. Mais après avoir parcouru à peine quelques centaines de mètres, le cortège a été dispersé par des policiers armés de matraques et de boucliers et qui étaient déployés en force dans le centre de la capitale. Scandant des slogans hostiles au régime, plus d'une vingtaine de manifestants pourchassés par les forces de l'ordre ont été interpellés. Plusieurs tentatives de rassemblement ont été ensuite empêchées par la police. Une initiative similaire a été neutralisée par la police, toujours le même samedi à Oran, la grande métropole de l'ouest algérien, selon le Comité national pour la libération des détenus, une association de solidarité. Depuis plus d'un an, les marches du Irak se déroulent habituellement chaque vendredi et les mardis pour les étudiants. Mais des appels à défiler aussi le samedi ont été lancés depuis le premier anniversaire du mouvement de contestation, le 22 février dernier. C'est le 4e samedi consécutif qu'une telle manifestation a été réprimée par la police dans la capitale Alger. Samedi, il y a une semaine, un début de cortège avait été violemment dispersé et une trentaine d'opposants interpellés, dont des têtes de file du mouvement. Koban Gacho attend de se faire opérer dans cet hôpital de la capitale Djouba. Ce voleur de bétail a été attaqué par un groupe rival dans la nuit, alors qu'il préparait lui-même un raid. Plusieurs communautés se battent pour l'accès à la terre, à la nourriture et au bétail. Alors que les combats entre les troupes du président Kiir et son rival Machar ont diminué, les violences intercommunautaires, elles, continuent de faire des ravages. 3 amis de Koba sont morts. Le jeune de 20 ans a survécu, mais souffre de lésions sérieuses. Je me suis fait tirer dessus à l'épaule, puis je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte que j'étais blessé à la cuisse et à la jambe. 3 membres de notre groupe sont morts et 6 ont été gravement blessés. Koba a eu de la chance. Il a été transporté de Jonglei, un état dans l'est du pays, à cet hôpital militaire de Djouba. Un des rares hôpitaux capables de traiter les blessures complexes par balle. Ces patients attendent eux aussi leur tour pour être soignés. La plupart du temps, nos patients sont chanceux. Ils survivent à de très mauvaises blessures. Par exemple, une blessure au torse pourrait atteindre les poumons, pourrait provoquer une hémorragie dans le poumon. Si la personne est touchée du côté gauche, il pourrait mourir, mais la plupart de nos patients s'en sortent. En février, après des mois de négociations, le président Salva Kiir et son rival Riek Machar ont formé un gouvernement d'union nationale pour tenter de mettre fin à une guerre civile qui a fait près de 400 000 morts en 6 ans. Mais alors que ce conflit prend fin, le Comité international de la Croix-Rouge a vu le nombre de patients blessés par balle dans le pays augmenter de 20% en un an. La grande majorité des patients que nous soignons souffrent de blessures par balle.
Ils sont impliqués soit dans le conflit, soit dans des violences intercommunautaires. Les éleveurs sont les plus touchés, mais c'est parmi eux qu'on voit la plus grosse augmentation de patients, notamment quand ils se battent dans des raids au milieu du pays. Certains ont la chance d'être évacués vers l'hôpital de Djouba, mais la plupart se tournent vers une clinique locale et d'autres meurent chez eux. Ces conflits locaux risquent de devenir incontrôlables, éloignant l'idée d'une paix que le pays n'a jamais connue depuis son indépendance en 2011. Au lieu de relever la tête après la chute de la dictature du président Omar el-Béchir il y a presque un an, l'économie soudanaise n'a fait que s'enfoncer dans une profonde crise qui risque de menacer la paix sociale dans un pays en pleine transition politique. Et la population en subit de plein fouet les conséquences. À Khartoum, il faut 6 heures d'attente en moyenne pour faire le plein dans les stations-service encombrées, 3 heures pour acheter du pain, tandis que les bonbonnes de gaz domestique sont rares à trouver et que les coupures d'électricité durent 6 heures ou plus par jour. Les usagers des transports publics attendent longuement dans la poussière et sous un soleil de plomb le passage d'un bus hypothétique. Les gens sont manifestés pour le changement. Il y a eu des martyrs et des jeunes ont sacrifié leur vie. Par conséquent, ceux qui gouvernent aujourd'hui doivent partir s'ils se sentent incapables de relever la situation, lance Hassan Ibrahim, la cinquantaine, qui ne décolère pas. Un certain mécontentement populaire s'est exprimé lors de manifestations le 20 février dernier contre la mise à la retraite d'officiers de l'armée qui ont soutenu le mouvement de contestation contre le régime de Omar el-Béchir, arrêté et jugé. Mais un ras-le-bol généralisé n'a pas eu lieu. Le capital de sympathie pour le Premier ministre Abdallah Hamdok s'est renforcé après l'attentat manqué qu'il a visé lundi avec des manifestations en sa faveur. Nous souhaitons une solution rapide. Le carburant, l'électricité et le pain sont essentiels à la vie et on ne peut pas s'en passer, dit Mohamed Ibrahim en poussant sa voiture vers les pompes de la station-service à plusieurs centaines de mètres. Alors que l'inflation continue de grimper en flèche, que la plupart des ménages subissent une forte pression financière et que les subventions des principaux produits de base drainent les coffres de l'État, le gouvernement de transition et la communauté internationale doivent agir vite pour éviter un effondrement économique et la désintégration du processus de transition qui l'accompagne.